Vous me cramez les pauvres, tous ceux qui payent pas trop d'impôts. Vous vendez la Creuse et le Larzac, ça sert à rien. Quoique non, attendez. Vous vendez le Larzac, vous donnez la Creuse avec. On se débarrasse. Vous déshéritez mon fils. Mais sire... Il joue à Fortnite. Ah, puis j'en ai marre. Je démissionne. Mettez ma fille sur le trône, ça vous fera les pieds. Moi je me casse. Je suis désolé, mon roi, mais... ça ne va pas être possible. Ah non! Bah non. Et de toute façon, entre la vision hollywoodienne du roi tout-puissant qui fait la pluie et le beau temps sur son royaume et la réalité, eh bien il y a une marge d'erreur assez conséquente. On voit ça tout de suite. Quand on y pense quand même, c'est assez étrange de se persuader collectivement de quelque chose alors que c'est tout simplement faux. Alors, par exemple, quand on parle de César... Ah ouais, l'empereur. Et voilà, mais... Ferme ta margoulette, petit coquinet. Eh bien tout ça, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, tout d'abord, il y a le parcours scolaire. Quand on voit Clovis en CE2 et qu'on apprend qu'il a tué les membres de sa famille pour réussir à se maintenir à la tête du pouvoir, on va dire, c'est vrai, ok. Pour un enfant de 8 ans, ça marque, c'est le premier contact qu'il a avec la royauté. Donc c'est dur de faire une remise en place des choses dans leur contexte, sachant que la vie n'avait pas la même valeur, sachant que les notions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et d'autant que les sources que l'on a ne sont pas des sources contemporaines à Clovis. Pour la plupart des choses de ce que l'on sait, c'est par Grégoire de Tours. Et Grégoire de Tours, il vit quelques années plus tard. Et ça, ce n'est pas un phénomène isolé. Et d'ailleurs, ce phénomène de vision familiale un peu décalée, c'est pas quelque chose non plus d'exceptionnel. Si l'on prend l'exemple du Japon, et précisément du Japon à l'ère Sengoku Jidai ou l'ère des daimyo, bref, choisissez, faites ce que vous voulez, les seigneurs de guerre, pour eux, un fils, des fois, un père, un cousin, un frère, c'est un concurrent potentiel. C'est un chef de guerre ennemi potentiel. Donc, les petits meurtres en famille, c'est quelque chose de courant. Pour en revenir aux Mérovingiens, si on prend la deuxième génération, le seul survivant, par exemple, c'est Clotaire. Voilà, ça pose les choses. Évidemment, l'école n'est pas la seule responsable, même si apprendre l'histoire à des enfants alors qu'on ne fait que du péremptoire en permanence, Ouais, c'est pas faux. et qu'on peut difficilement resituer une pensée, c'est compliqué. L'autre élément qui fait que l'on a une vision des choses un peu décalée, c'est tout simplement la culture populaire. Pour reprendre l'exemple de César, quand on regarde la vision qu'il y a dans Astérix et Obélix, c'est idiot comme exemple, mais voilà, ça fait dire que peut-être il était empereur. Et pour la tête de beaucoup de gens, mais c'est ça. Alors que non, certainement pas. De la même manière, la culture populaire véhicule des idées qui sont relativement fausses. Par exemple, la représentation du paysan, qui est systématiquement représenté comme un pouilleux, sale et complètement idiot, c'est pareil, c'est quelque chose qui est totalement décalé. Une des images que l'on se figure souvent, que ce soit du Moyen-Âge ou même de l'époque moderne, et plus largement de tout ce qui est lié à la monarchie, c'est que le roi est un être surpuissant. C'est en fait quelque chose de relativement faux. Deux petites choses qu'il faut mettre au point avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, le Moyen-Âge n'est pas la période de décrépitude totale que l'on se figure souvent. Le Moyen-Âge, c'est la continuité de l'Antiquité. Et c'est également la période sur laquelle va se construire l'ensemble des bases des sociétés modernes, et notamment d'un point de vue institutionnel. Autre point qui vient tempérer l'espèce d'omnipotence, d'omniprésence du roi que l'on imagine de manière assez courante lorsque l'on parle de monarchie, c'est qu'une information, pour arriver d'un point A à un point B, il lui faut du temps. L'information immédiate, ça n'existe pas. Et le pigeon ADSL non plus d'ailleurs. Oh, sire, grâce à ma nouvelle invention, nous pouvons enfoncer ce tube dans la cavité anale du pigeon afin de le propulser à une vitesse vertigineuse. Je vous demande pardon. Oh, je vous montre. Ça a le mérite de fonctionner. Oh, oui. Pour commencer sur la monarchie, il faut évidemment voir ce qu'on appelle les Mérovingiens, donc la première dynastie française. Franque, de notre territoire, vous avez compris l'idée.
Les Mérovingiens étaient des rois qui avaient une vision patrimoniale du pouvoir, une vision patrimoniale du royaume. Aussi, leurs terres, à leur mort, étaient divisées entre leurs différents héritiers. L'ensemble du territoire, c'est ce qu'on appelle évidemment le royaume, c'est le regnum. Et ce regnum n'était pas réuni systématiquement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, sur la deuxième génération de Mérovingiens, il n'y aura qu'un seul survivant, Clotaire, l'unité est donc conservée. Comment était divisé ce royaume? Eh bien, pour faire simple, on trouve le royaume d'Austrasie au nord-est, on trouve le royaume de Neustrie au nord-ouest, d'Aquitaine au sud-ouest, de Burgondie au sud-ouest et d'Alémanie à l'est. La seule solution pour réunir cet ensemble, pour réunir ce regnum, est donc d'éliminer la concurrence. Comme je vous l'ai dit, sur la seconde génération des Mérovingiens, il ne reste qu'un seul survivant, c'est Clotaire. Clotaire, il réunit le regnum après avoir mis de côté, éliminé ses 3 neveux. Et là, on parle pas de guerre, de bataille et de mort épique sur le champ de bataille, justement. Non, on parle d'enfants un peu zigouillés de manière un peu brutale. C'est-à-dire qu'il a fait parvenir une lettre à sa mère pour savoir si les petits devaient être tondus ou morts, ce à quoi elle a répondu plutôt mort que tondu. Aussitôt la lettre reçue, le premier a été poignardé, le second a été égorgé, le troisième a été épargné à la demande d'un proche insistante qui était sur place, et d'ailleurs il sera quand même écarté parce qu'il rentrera dans un monastère, c'est celui qui deviendra celui qu'on connaît sous le nom de Saint-Cloud, mais toujours est-il que les 2 autres ont été littéralement massacrés sur place. Autant dire que le tonton du Nord, il va vraiment au fond des choses. Mais sur les règnes ultérieurs, le royaume va être de nouveau partagé. Et s'il y a une apparente unicité par le choix des capitales proches qui permettent au mieux une politique relativement commune, à savoir Paris, Reims, Orléans et Soissons, malgré tout, le regnum ne sera réuni que bien plus tard par Clotaire II et par son fils Dagobert. Ah oui, tant qu'on y est, petite précision, la chanson Le Bon Roi Dagobert. Quand on parle du Bon Roi Dagobert dans cette chanson, on ne parle pas de Dagobert Ier, hein, on ne parle pas du Dagobert mérovingien. Non, dans cette chanson, Dagobert c'est simplement Louis XVI, d'accord? C'est juste pour échapper à la censure tout simplement. Après un règne très riche, Dagobert, sur la fin de sa vie, va quelque peu changer de comportement, et rappeler celui de son père d'ailleurs, Clotaire II. Il va aisément piller certaines églises, il va avoir des comportements quelque peu étranges, et abandonner un peu le pouvoir, alors que sur tout le temps qu'il a vraiment régné, tout le temps de sa jeunesse et une grande partie de sa vie, il s'était justement attaché à faire perdurer une forme de justice et à se faire imposer son autorité. Et à partir de ce moment-là, on va basculer dans une période, dans une suite de rois qu'on appelle les rois fainéants. Je vous synthétise bien évidemment. En gros, les maires du palais vont gagner en pouvoir et ils vont se mettre à régner. Tout simplement parce que les rois vont être soit trop jeunes au moment de l'accession au trône, soit pas assez charismatiques. Les rois seront sortis qu'en cas de besoin, on les présentera au seigneur pour rappeler l'autorité, parce qu'il y a quand même cette notion de prestige derrière la figure royale, et cette figure presque magique d'ailleurs même. Et au bout d'un moment, les Mérovingiens vont tout simplement être écartés. De ces maires du palais va en effet émerger une nouvelle dynastie. Cette dynastie, ce sont les Carolingiens. Le premier des rois carolingiens, c'est Pépin le Bref. Pépin le Bref, c'est le fils de Charles Martel. Charles Martel. Normalement, vous savez qui c'est, vous l'avez appris. C'est celui qui a arrêté l'islamo-gauchisme à Poitiers. La plupart des gens connaissent les Carolingiens grâce au règne de Charlemagne, Carolus Magnus, qui donne son nom à la dynastie. Avec le passage aux Carolingiens, le roi cesse d'être un roi, on va dire, de droit privé, et il devient un roi de droit public. La fonction devient publique. Et par la même occasion, le roi devient législateur. Pour la première fois, il va faire des lois avec une portée générale. Là aussi, je vous épargne un certain nombre de détails qui seraient assez longs à expliquer, mais il y a une petite particularité avec les rois carolingiens. C'est que pour accéder au trône, pour qu'une personne accède au trône, un membre de leur famille, pas forcément le premier enfant mâle, pour asseoir aussi leur autorité et leur légitimité, eh bien ces rois étaient élus. Et oui,
on n'était pas dans une transmission héréditaire. En théorie. En pratique, évidemment, les rois faisaient élire leurs fils, du moins les premiers, pour s'assurer que, à leur mort, ce soit bien lui qui soit sur le trône. Et là aussi, même si c'est une élection, c'est pas le suffrage universel direct. Hein. Ce sont les grands du royaume, les grands seigneurs, qui vont élire le nouveau roi. Empereur, même, après. Et si là aussi les rois carolingiens ont réussi à s'imposer sur une partie de la dynastie, au bout d'un moment, à cause de cette élection, eh bien, ça va être beaucoup moins vrai. Tout simplement, pour s'assurer de bien monter sur le trône, les rois, les futurs rois, vont devoir concéder un ensemble de leurs pouvoirs aux grands seigneurs qui vont donc monter en puissance, en arrivant même à un point où la figure de roi ne sera plus que une forme de prestige, et une partie des grands seigneurs auront plus de pouvoir, plus de prérogatives, et bien souvent plus de puissance que le roi lui-même. Et là, un peu à la manière des mères du palais pour les Mérovingiens, on va arriver à un phénomène assez étrange. Parce qu'on va considérer que pour être élu, il faut s'être montré digne. Et il y a une personne qui, lors des guerres contre les Normands notamment, va mourir et va montrer sa dignité en repoussant un certain nombre d'invasions. Cette personne, elle s'appelle Robert. Charmant comme prénom, n'est-ce pas? Et toujours est-il que, comme on va considérer que sa famille est digne, on va voir là naître une nouvelle dynastie. Une dynastie parallèle à celle des Carolingiens, alors que celle-ci n'est pas encore éteinte ni écartée. Cette dynastie, elle va devenir celle qu'on connaît sous le nom des Robertiens. Nous sommes alors au Xe siècle. Fin 9e, début 10e. Et je suis obligé de couper là pour aujourd'hui. Je voulais aller plus loin, mais je me suis rendu compte qu'au final, si je vous sortais 30 voire 40 minutes d'un seul coup, c'était un peu indigeste. Donc, on va s'arrêter là. Sans compter que si j'avais dû couper plus sur les histoires, déjà que j'ai beaucoup coupé, ça aurait ressemblé à « Hey, Mérovingiens, Carolingiens, Robertiens, Capétiens, bisous !»